Europe 1, 13h14, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et voici les sujets du jour au 39-21. Une majorité de Français le dit, nous mangeons moins de viande, trop cher, trop de doutes sur la qualité. 39-21, appelez-nous pour témoigner. Mais d'abord Jean-Michel, il y a 10 ans, les banlieues françaises s'embrasaient après le drame de Clichy-sous-Bois. 10 ans après, une question, vit-on mieux ou moins bien dans nos banlieues? Eh bien, cette question, nous allons la poser à Isabelle, qui est à Aulnay-sous-Bois. Bonjour Isabelle. Bonjour. Est-ce qu'on vit mieux? Est-ce que vous vivez mieux à Aulnay-sous-Bois depuis 10 ans? Alors, non, on ne peut pas dire vraiment que ce soit vraiment mieux. Des choses ont été faites, c'est sûr, au niveau de la rénovation urbaine. On construit beaucoup, on change. Vous le voyez, ça? Oui, ça c'est évident et je pense que c'est Ça dû à une change quelque chose quand même? Alors, ça change parce que l'aspect, c'est superficiel, me semble-t-il. L'aspect de la ville change, effectivement. C'est plus optimiste au moins. Oui, non, un habitat dégradé, c'est vraiment pas sympa. J'en profite pour dire qu'Aulnay est en région parisienne. Oui, excusez-moi. Oui, voilà. Oui. Et donc, je pense que ça répond à une démographie qui augmente beaucoup, sur Aulnay particulièrement. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que l'activité économique va avec? Parce que se reloger, c'est une chose, mais avoir du travail, c'en est une autre. Bien sûr. Et sur ce propos positif, moi, je vais ajouter que, malheureusement, y compris sur Aulnay, ce qu'on appelle communément les zones de non-droit, existe toujours. Bon, on a entendu récemment que des armes ont été saisies chez nous. Moi, j'ai assisté moi-même à un vol d'auto en pleine journée, alors que justement, je me trouvais dans une de ces cités dans lesquelles je n'habite pas, et je plains beaucoup des personnes qui sont contraintes d'y vivre d'ailleurs. Et ce que je voulais ajouter, c'est que dans ces bars, dans ces cités, la vie est, me semble-t-il, difficile, impossible, vraiment compliqué. Mais ce que je vois, moi, c'est que ça s'est étendu. C'est-à-dire que cette dégradation de la qualité de vie dans ma ville en particulier, et autour un petit peu, ça s'étend. Ça ne se limite plus simplement à ces quartiers, à ces cités. La crainte de circuler le soir, elle existe. Moi, j'ai une jeune fille qui ne veut plus circuler le soir, même par rapport à son travail. Elle a tout le temps existé, Isabelle, non? Ou pas? Elle a existé, je ne peux pas dire le contraire. Moi, j'ai toujours vécu dans le 9-3, dont je regrette qu'il ait si mauvaise réputation partout. Ça, c'est déplorable. Mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. C'est le sentiment que vous avez. Non, mais... Oui. On va me parler de sentiment d'insécurité. Je crois que c'est un mot qui ne traduit pas une vérité quand même. Et je voulais finir en disant que du coup, moi, autour de moi, ce que je vois beaucoup, donc pour le moment, ce n'est pas notre cas, mais le simple désir des gens qui le peuvent, c'est possible, c'est de quitter, de partir, même si on a mis du temps à acquérir, supposons, un bien ici, un appartement, une maison. J'entends autour de moi beaucoup le désir des gens de partir. Et vous vous avez envie de partir aussi? Alors moi, j'ai pas envie du tout. Moi, j'ai pas envie parce que qu'est-ce qui vous retient? Ce sont des raisons affectives, sentimentales? Oui, il y a de ça. Vous aimez vivre dans cette ville d'Aulnay? Oui, je pense que c'est aussi parce que j'ai grandi dans pas Aulnay, mais secteur Aubervilliers, Pantin, tout ce secteur. Oui, il y a un attachement et puis une habitude de vivre dans un milieu mélangé. Donc aussi un certain plaisir à vivre. Exactement, voilà. Mais c'est vrai en même temps qu'il suffit d'ouvrir les yeux, et je les ai ouverts, bien grands ouverts, pour constater que les choses ont quand même évolué d'une manière qui ne fait pas plaisir en fait. Voilà. Je voudrais pas qu'il y ait d'équivoque entre vous et moi, Isabelle. C'est moi qui ai parlé du sentiment d'insécurité que vous ressentiez. Je voulais juste dire, je voulais juste m'enquérir de la manière dont vous viviez cela, parce qu'évidemment chacun vit ça de manière personnelle, donc subjective, et le mot de sentiment ne visait pas du tout à dévaloriser votre témoignage. Il s'agissait juste de recueillir la manière dont vous ressentiez, vous, les choses. Voilà. Et au fond, si je dois résumer votre témoignage, c'est assez contrasté. À la fois, vous avez le sentiment d'une dégradation, mais il y a toujours un plaisir à vivre sur ce territoire particulier. Oui, je pense en attachement, voilà. Parce que quand on a grandi ici, quand on a grandi dans les villes dont je parlais, il reste quand même quelque chose. Mais des gens comme moi qui ont vécu ici depuis toujours ont l'envie plus d'en partir. D'accord. Merci beaucoup Isabelle d'avoir livré votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Merci. Didier est avec nous. Alors Didier est à Marseille. Bonjour Didier.
Bonjour Jean-Michel. Vous connaissez bien, dites-vous, les quartiers nord de Marseille. Vous avez l'impression que la situation s'est dégradée dans ces quartiers nord ou pas tant que ça? Alors je pense qu'il faut pas être manichéen dans cette affaire. On ne peut pas parler des problèmes des quartiers nord parce qu'il y a des situations très nuancées. Sans doute. Vous avez des zones dans les quartiers nord où on vit très bien, où il y a des petites maisons modestes, mais où on vit relativement bien. Et puis vous avez des cités. Et il y a à Marseille, je crois, 170 cités où là on vit mal et sans doute de plus en plus mal. Malgré les rénovations, Oui. malgré les zones franches qui ont apporté de l'emploi, Oui. C'est indéniable, je crois qu'il y a eu presque 30 000 emplois qui sont arrivés avec les zones franches, malgré l'absence d'émeutes, parce que vous parlez des 10 ans, des émeutes, mais à Marseille, il n'y en a pas eu. On avait constaté ça à l'époque, hein, Il y en a pas eu. effectivement, les cités à Mais Marseille n'avaient pas été... C'était pas forcément positif. Non, parce bien sûr. que C'est le trafic. C'était peut-être parce qu'il y avait les trafics, l'économie souterraine. Il ne faut pas nier non plus le rôle des travailleurs sociaux. Il y a les travailleurs sociaux et les associations qui, dans les quartiers nord, dans les cités, font un travail extraordinaire. Mais aujourd'hui, on constate d'abord une montée formidable de la violence. Il y a une très grande violence, et une très grande violence des plus jeunes. Moi, je l'interprète de cette manière-là. Je pense qu'il y a eu une génération d'immigrés qui a cru au progrès et qui a investi dans l'éducation. Et puis, cette génération qui s'est formée, elle s'est tapée la tête contre le mur de l'emploi, du chômage. On est noir, on est arabe, c'est très compliqué de trouver du travail. Et quand on en trouve, c'est généralement pas au niveau de sa qualification. Moi, j'ai un ami qui est diplômé de Sciences Po, il est noir, il est d'origine comorienne. Il a trouvé un petit boulot à Marseille Métropole. Il n'a pas un emploi en rapport avec sa qualification. Et donc, ça suscite beaucoup de frustration, sans doute, chez les adultes. Et les plus jeunes, pour les plus jeunes, ça n'est pas un exemple à suivre. Ils voient leurs parents qui ont raté leur vie, quoi, qui ont raté, en tout cas, qui n'ont pas atteint leurs rêves. Et du coup, ils se lancent dans la délinquance. Claude Guéant avait parlé à un moment donné de la délinquance de certaines communautés, mais je crois que c'était vrai, il l'avait peut-être dit d'une manière trop brutale, mais c'est vrai qu'il y a des jeunes à Marseille qui se sont désespérés et qui se sont lancés dans le vol à la tire, dans les cambriolages, dans les braquages, etc., sans parler bien entendu de la drogue. On peut dire de votre témoignage, Didier, qu'il est assez pessimiste, parce que vous notez que l'habitat peut s'améliorer, que l'emploi peut revenir, et malgré tout, les choses ne s'arrangent pas. Je pense qu'il y a un problème, il y a un gros. Je pense qu'on met beaucoup d'argent dans les cités. On met beaucoup d'argent dans les quartiers, mais c'est mal utilisé parce qu'il y a un gros manque de coordination. Il n'y a pas de plan d'ensemble. On a parlé souvent de la nécessité d'un plan Marshall pour les cités. Ça voudrait dire qu'il faudrait investir massivement et de manière coordonnée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, et investir massivement maintenant, ça n'est pas la chose la plus facile vu l'état dans lequel se trouvent les caisses publiques. Donc il va falloir vivre pendant des décennies avec cette question des cités. D'accord. En tout cas, merci Didier de nous avoir livré votre analyse qui était très complète et très intéressante. Je le rappelle, vous appeliez de Marseille. Bonjour Mehdi. Bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui à Lyon, c'est ça? C'est ça. Et vous avez habité dans la banlieue parisienne? Oui, j'ai vécu dans la banlieue parisienne du côté du fameux 9-3 vers Montreuil. Quel regard vous portez sur les cités? Ça s'améliore pas beaucoup? C'est quoi votre sentiment, Mehdi? Tout d'abord, j'aimerais juste dire que je suis complètement d'accord avec le diagnostic de Didier, que je trouve excellent, et c'est en rapport avec un peu ce qui se fait au niveau des banlieues. Aujourd'hui, les banlieues, on vit mieux, certainement parce qu'on a de nouveaux bâtiments, mais on vit toujours mal dans le sens où il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi. Quand il y a une crise financière ou une crise économique comme aujourd'hui au niveau de la République, au niveau de la France, on le voit encore plus dans les banlieues. Et je pense que le premier problème est un problème économique. Et quand moi je vois les gouvernements, que ce soit l'ancien gouvernement ou l'actuel gouvernement, qui viennent pour, on va dire, refaire les façades des bâtiments, il n'y a aucun changement derrière. C'est pas ça. Donc les gens ont besoin. Ils ont peut-être besoin de travail, et ils ont besoin de conditions de vie meilleures. Et comme disait Didier juste auparavant, effectivement, l'ancienne génération d'immigrés qui habitaient dans ces banlieues-là avait espoir, et peut-être ils étaient beaucoup plus positifs sur l'intégration en France. Ils espéraient avoir des métiers à la hauteur de leur qualification. Et aujourd'hui, ils n'ont plus rien.
Et encore, c'est de plus en plus compliqué parce que les nouvelles générations n'ont absolument pas de travail. Mais on ne peut pas non plus sans doute généraliser les nouvelles générations, c'est-à-dire peut-être que malgré tout certains parmi les plus jeunes, enfin certains évidemment, s'accrochent à l'école, à la promotion sociale, au travail. On ne peut pas généraliser quand même ces choses-là. Je généralise pas, mais étant moi-même issu de banlieue, étant moi-même un exemple, on va dire, entre guillemets, de réussite de banlieue, mais c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Il y a très peu de jeunes comme moi. Il y a très peu de jeunes qui veulent ils veulent s'en sortir, mais il y a très peu de jeunes qui arrivent et qui réussissent. Moi, c'est un coup de chance. On m'a aidé pour sortir de banlieue, on m'a aidé pour faire mes études. Aujourd'hui, je suis diplômé, j'ai un bac plus 5, mais c'est beaucoup plus dur pour moi quand on vient du 9-3 ou comparé à quelqu'un qui vient de Neuilly-sur-Seine ou de la banlieue ouest parisienne. Et vous diriez aujourd'hui que cette forme de ségrégation est plus importante encore que celle que vous avez connue pour des jeunes de banlieue? Bien sûr, elle est encore plus. Pour eux, aujourd'hui, c'est très dur. Ils sont regardés comme... À chaque fois, on regardait ce qui se passe. Il y a 10 ans, il y a eu des émeutes. Aujourd'hui, on vient les voir seulement pour cet anniversaire, ce triste anniversaire. On ne va pas les voir avec un œil positif. On ne va pas les voir pour leur dire on est là pour vous apporter un projet. On ne leur apporte rien du tout. On vient les voir parce que soit Marine Le Pen va se présenter aux élections présidentielles, elle va montrer le problème des banlieues, ou la gauche qui va aller avec un discours un peu bisounours et vont leur dire... Nous sommes là, on va vous aider, mais en fait, personne ne les aide réellement. Personne, à part... Dites-moi. Non, et sans doute, l'attention prêtée aux propos des responsables politiques, quels qu'ils soient, doit être très faible dans ces lieux-là. Exactement. Et ils sont mal compris, je pense, les hommes politiques dans ces banlieues-là. Mais j'ai écouté hier Malik Bouti, qui est un député de l'Essonne, et qui disait quelque chose qui était génial, que le diagnostic est mauvais. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe dans les banlieues. C'est qu'il y a un mauvais diagnostic et aujourd'hui, on essaye de faire un bon traitement, mais le traitement, il n'est pas bon, il n'est pas adapté. On ne sait pas ce qu'on veut faire. Et comme disait Didier, il y a de l'argent qui est investi dans les banlieues, certes, mais elle est mal gérée. On va donner de l'argent pour des associations. Encore une fois, on va refaire les bâtiments. On va croire que c'est comme ça qu'on va améliorer la situation. Et ce n'est pas le cas. Le diagnostic est mauvais. Il faut aller comprendre ces jeunes-là. Il y a un problème. À chaque fois qu'on parle des banlieues, on parle de l'islam. C'est pas le vrai problème. Moi, je connais des pays comme le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie. Si tous les musulmans étaient des terroristes, il y en aura, mais 40 millions de Marocains seraient des terroristes. L'islam, le terrorisme vient de nos banlieues françaises. C'est que c'est un problème spécifique à la République, c'est un problème qui est à la France. Et je pense que, comme disait Malik Bouti, avant, on créait des émeutiers, aujourd'hui, on crée des terroristes. Donc je pense qu'il faut aller les aider, il faut les comprendre, il faut faire un vrai diagnostic, il faut dire les choses. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Il faut les dire, et après, derrière, on assumera nos responsabilités. Aujourd'hui, ces jeunes, quand on les voit, ils se sentent pas du tout intégrés dans la société, parce que quand on les... Encore une fois, quand on parle d'eux, on parle d'islam, on parle des mêmes sujets, et je pense que ça les embête. Bon, en tout cas... Mehdi, vous avez une analyse très complète de la situation dans les banlieues et vous la restituez avec passion et nous étions heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Nous poursuivons ce dialogue dans un instant sur les banlieues avec un autre témoignage. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. 13h32 sur Europe 1, vous êtes avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Et nous parlons avec vous ce midi au 39-21 de la vie en banlieue, 10 ans après l'embrasement des banlieues françaises, après le drame de Clichy-sous-Bois. Que se passe-t-il en banlieue? Vit-on mieux ou moins bien aujourd'hui qu'il y a 10 ans? C'est tout le débat ce midi sur Europe 1. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Vous avez quitté, vous, la banlieue il y a quelques années? Exactement. Trop difficile? Oui. En fait, c'est surtout ma mère qui a pris la décision de nous sortir de cet endroit où la vie devenait... elle avait peur de nous perdre et en fait... Vous étiez en Seine-et-Marne, En Seine-et-Marne, exactement. D'accord. Peur de vous perdre quoi? Drogue, délinquance? On va dire vivre dans une zone de non-droit, ça sous-entend que la République est très loin et les règles qui vont avec aussi. Et ça, il y a une dizaine d'années que vous avez quitté... C'est exact. La banlieue en Seine-et-Marne, et c'est une décision dont vous vous félicitez aujourd'hui? Ah mais oui, tout à fait. De toute façon, moi je me suis senti partir à l'époque, j'étais adolescent, je me suis senti partir et j'ai été repris, je suis revenu dans une vie urbaine et non pas, on va dire, une vie banlieusarde. Oui. Et grâce à ça, je peux dire que je m'en suis sorti. Donc, d'après vous, la banlieue peut, dans certains cas, être un lieu où on évolue assez mal? Non, mais c'est tout simple. Il y a peu ou pas de solution de sortie quand on est quelqu'un qui grandit dans un environnement comme ça. À l'heure actuelle, pour un jeune de cité, comme on dirait,
C'est tout simplement aucun avenir. Si à l'époque, quand j'y étais, l'avenir c'était de devenir smicard au mieux, aujourd'hui l'avenir c'est chômeur. 50% des jeunes c'est chômeur. Et puis sinon, travailleurs pauvres. Donc, il y a des gens qui se battent quand même. Il y a des gens qui se battent soit pour faire des études, soit qui animent des associations, soit qui... Il y a quand même des gens qui essaient de contrarier ce que l'on présenterait peut-être à tort comme quelque chose de fatal. Ah mais on est d'accord. Il y a des gens qui font des choses et il y en a qui arrivent à s'en sortir. C'est mon cas, c'est le cas de Mehdi qui vient de passer juste avant. Il faut savoir qu'à chaque fois, dans mon cas personnel, j'ai absolument pris les routes contraires à celles qui étaient indiquées et j'ai réussi à m'en sortir tout en ne suivant pas en gros la logique de la République. Parce que aujourd'hui, je vous ai déjà entendu parler dessus d'ailleurs, monsieur Apathy, concernant le déterminisme social. Aujourd'hui, quand on est dans une cité, on a un avenir qui est tout tracé. C'est pas là qu'on va faire l'ENA ou autre. Cela dit, en connaissant des personnes qui, elles, sont effectivement des Bac plus 5, qui ont réussi à suivre le cycle scolaire, on se retrouve avec justement l'oncle de la famille qui est au chômage avec Bac plus 5, mais vu qu'il s'appelle Mohamed quelque chose, forcément, c'est pas vendeur et les employeurs hésitent à prendre cette personne. Cette personne-là, donc elle devient, qui à la base était la publicité de la famille, disant allez-y, travaillez, motivez-vous, investissez-vous dans l'école et vous réussirez. Quand il y en a un dans la famille qui le fait et qu'il n'a aucun résultat, tous les petits cousins et tout, ils peuvent que constater que eux, déjà, ils n'auront pas un Bac plus 5. Oui, la ségrégation est un problème, oui, c'est ça. On le comprend bien. En tout cas, Julien, merci d'avoir livré votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Vous habitiez en banlieue, vous en êtes parti et vous en êtes visiblement très heureux. Je vous remercie tous d'avoir appelé l'antenne d'Europe 1 pour témoigner de ce sujet, 10 ans après les événements de Clichy-sous-Bois. Est-ce qu'on vit plus mal ou pas en banlieue? Chacun a apporté son témoignage et vous avez pu vous faire une opinion. Et nous allons maintenant parler d'un deuxième sujet d'actualité, les viandes. D'une étude d'une association Good Planet, ou d'une fondation, Good Planet, explique que l'on mange moins de viande aujourd'hui, même si on en mange quand même beaucoup en France. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Bègle. Oui, à Bègle. Et vous, la viande, c'est pas votre truc, C'est pas ça, c'est pas que c'est pas mon truc. Moi, je fais partie d'une famille de viandards. Quand j'étais gamine, on mangeait énormément de bœuf, de viande, etc. Mais en devenant adulte et puis en étant autonome, on se rend compte que forcément, la qualité est peut-être plus là. Quand on gère un budget, vous diriez la qualité est plus là. La qualité, elle peut être là si vous achetez à la limite du bio, etc. Mais le bio, il n'atterrit pas dans l'assiette du commun des mortels qui a un budget comme le mien, quoi. Ou alors, il faut avoir une exploitation agricole à côté de chez soi, il faut pouvoir aller acheter chez l'exploitant, etc. Mais c'est vrai que ce qu'on trouve quand on fait ses courses, comme moi, dans son supermarché... la traçabilité, c'est une belle chose, mais ça arrive d'Europe, on ne sait pas trop d'où. À moins d'acheter du label rouge, ce que je fais quand vraiment je veux manger de la viande, du bœuf. Mais ma consommation de viande, actuellement, elle se limite plutôt à du poulet, des choses comme ça, surtout de la volaille. C'est le prix qui est en blocage ou vous n'avez plus envie de manger de la viande ? Alors déjà, il y a cette partie-là qui fait que je n'ai plus envie parce que quand je vois des animaux sur pattes, quand je vais dans le Limousin par exemple, j'ai pas forcément envie de savoir que je vais les avoir dans l'assiette. Donc il y a un blocage à ce niveau-là. J'ai pas, de sympathie particulière pour la volaille, donc je me limite à ça. Mais le veau, c'est plus possible parce que quand je vois une escalope de veau, j'imagine le petit veau sous sa mère. Enfin voilà quoi, il y a vraiment une prise de conscience. Vous êtes un peu sentimentale, Nathalie, quand il s'agit de... Ou beaucoup. D'accord. Bon, d'accord. En tout cas, merci d'avoir livré votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1, c'était sympathique. Bonjour Kevin, vous nous appelez de Lanobre dans le Cantal. Voilà, bonjour. Bonjour. Et votre quantité de viande dans l'assiette, si je comprends bien, a diminué aussi. Voilà, donc moi, ma quantité de viande a, on va pas dire énormément diminué, mais quand même diminué. Oui. Moi, j'habite quand même à la campagne, donc on a quand même des grosses distributions. Oui, dans le Cantal, il y a de la viande, oui. Carrefour, Super U et compagnie. Voilà, moi je vois qu'à l'heure actuelle, que ce soit moi ou des personnes autour de moi, achètent de moins en moins de viande dans les grandes distributions parce que voilà, à l'heure actuelle, c'est que moi je cherche personnellement de la qualité. Et après on va pas s'arrêter à pas manger de viande parce que la qualité on l'a pas exactement, même si on l'a acheté chez un artisan boucher.
Après, voilà, moi je travaille longuement chez un exploitant agricole, donc faut savoir que le bio, on peut soit le prendre ou pas le prendre du tout. Mais bon, pour moi, le bio est égal à 0, quoi. Sachant qu'on n'a pas des nourritures animales qui sont spécifiquement bio. Là, on est en plein débat sur la FTO, la pescatarale bovine. Voilà, quoi. Donc, les viandes sont pas bio en elles-mêmes. D'accord. Voilà. Elles sont bourrées d'antibiotiques. Faut dire ce qui est, même si on les achète chez un artisan boucher. Bien sûr. Donc, Kevin, comme beaucoup, et je vous remercie de votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1, manger de la viande, oui, mais de qualité, ça, on n'en est pas toujours sûr. Donc, peut-être que c'est aussi l'une des explications de la baisse de la consommation de viande en France. Merci à tous d'avoir appelé ou témoigné sur Europe 1 à propos des sujets d'actualité que nous vous avions soumis. Et nous recommençons, bien entendu, demain. Europe Midi, la suite dans un instant. Voici le menu du jour.